Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau débat, cette nouvelle rencontre du Philanthropy and Social Sciences Programme, qui est donc un programme de recherche interdisciplinaire consacré à la question de la philanthropie, à ses relations avec les pouvoirs publics, avec le monde associatif, qui est hébergé au CNRS, aujourd'hui soutenu par le CNRS et qui travaille en partenariat avec un certain nombre de fondations philanthropiques, dont la Fondation de France, la Fondation Caritas France, la Fondation Daniel et Nina Carasso et le PhilAb, nos collègues québécois. Donc, on a la chance ce soir d'avoir trois invités pour un débat sur la question du Autant modèle de... les sujets Ah, métiers ont je- un sujet métier en 2025 et le premier. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander de vous Et couper la votre cinquième micro? en... Voilà. On a un débat sur la question du modèle de financement associatif et de la crise de ce modèle de financement associatif, en lien avec cette question, le rôle que les fondations philanthropiques peuvent jouer pour atténuer ou est-ce qu'au contraire ça renforce les éléments de diagnostic que nos invités vont pouvoir poser sur cette question du modèle de financement associatif et des troubles qu'il traverse. Donc, pour traiter cette question, nous avons trois invités. Je vais commencer par les présenter et les remercier très chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce débat, à cette rencontre. Florian Covelli, délégué général de l'Institut français du monde associatif. C'est un institut qui a été créé en 2019 et qui contribue à produire des connaissances sur le monde associatif français en initiant et en soutenant des projets de recherche, notamment sur les modèles socio-économiques et la création de valeur des associations. Donc évidemment, je vais dire un poste d'observation extrêmement affûté des dynamiques générales qui traversent le monde associatif et bien évidemment en particulier de ces questions de financement. Avec nous également Pascal Dominique Rousseau, qui a travaillé comme journaliste spécialisé dans les questions sociales et d'emploi, et plus particulièrement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire pour différents journaux. Et vous avez également écrit, Pascal Dominique, des livres sur le monde associatif, ses initiatives, son rôle, son financement, sa gouvernance, et comment finalement on y traite la question de l'emploi. Et je voudrais signaler parmi d'autres publications un ouvrage qui s'appelait Souffrance en milieu engagé, enquête dans des entreprises sociales en 2020 aux éditions du Faubourg. Et puis enfin Arnaud Trenta, qui est sociologue, chercheur à l'Institut des recherches économiques et sociales, donc l'IRES, et rédacteur en chef de la revue de cet institut. Arnaud, alors depuis de nombreuses années, développe une trajectoire de recherche sur une approche, on va dire, territorialisée, comparative des recompositions de l'État social et principalement, je dirais, de l'articulation entre les solidarités publiques associatives et familiales. Et Arnaud a contribué avec Simon Cotin-Marx et Camille Amidi, un numéro spécial de la Revue française des affaires sociales sur la marchandisation du monde associatif que je vais mettre en lien et que je conseille vraiment à toutes et toutes de lire parce que c'est vraiment un numéro de référence sur l'étude du monde associatif et notamment de ces questions de financement. Donc, nous avons voilà, des experts particulièrement compétents et divers dans leur positionnement. Et donc, je voudrais commencer directement cette séance, ce débat, en ouvrant voilà, la parole à chacune et à chacun d'entre vous, peut-être dans l'ordre où je vous ai présenté, en vous demandant si vous pouvez, au-delà de quelques éléments de présentation, nous dire, pour vous, on va rentrer in medias res, hein, directement dans le sujet, quel est le contexte économique et politique dans lequel évoluent les associations françaises aujourd'hui. Donc c'est une question un peu générale, mais qui a vocation à planter le décor. Donc Florian, la parole est à vous et merci encore infiniment à toutes et tous pour votre présence ce soir.
Bonsoir à toutes et tous. Merci Nicolas pour cette invitation. Nous, à l'Institut, on est l'Institut français du monde associatif. On est convaincu que la connaissance est un levier pour le développement du monde associatif. Et c'est pour ça qu'on a mis en place trois missions. Première, c'est de détecter quels sont les besoins de connaissance du monde associatif. La deuxième, c'est de bâtir des programmes de soutien à la recherche pour répondre à ces besoins. Et la troisième, c'est de diffuser les connaissances produites au plus grand nombre. Parmi les thèmes de recherche qu'on a mis au travail, la question du modèle de financement associatif et de la place de la philanthropie dans ces modèles et sont des sujets extrêmement importants qui sont remontés dès le début de la création de l'Institut. Ça a pris la forme d'un groupe de réflexion acteurs-chercheurs sur les modèles socio-économiques et la création de valeur qu'on a conduit sous le pilotage de Laurent Gardin et d'Hélène Alcida en 2021-2022, puis d'un programme de soutien à la recherche qui a soutenu 7 projets de recherche. Cette année, en 2024, on a ouvert un second groupe de réflexion sur les relations entre générosité privée et association, qui a mis à jour des enjeux de connaissances importants sur la place de la philanthropie dans les modèles socio-économiques associatifs et sur la nature même de la relation entre notamment fondations et associations. Et ces travaux exploratoires seront eux aussi prolongés par un programme de soutien à la recherche qu'on lancera l'année prochaine. Alors, voilà pour vous dire d'où je parle. Euh, si on rentre dans le sujet, quel est le contexte économique et politique dans lequel évoluent les associations françaises aujourd'hui? Et finalement, qu'est-ce qui serait en crise et pourquoi? Ce que nous dit la recherche, je pense notamment au panorama de Viviane Tchernonog, c'est que le modèle associatif est soumis à l'influence de plus en plus forte de deux autres modèles, l'État et le marché. L'État, c'est-à-dire le modèle public, c'est d'abord l'explosion de la commande publique qui se fait au détriment de la subvention. En 20 ans, nous dit Viviane, la commande publique, la commande publique s'accroît de 12 points, alors que dans le même temps, la part des subventions baisse de 14 points. Et à côté de la commande publique, il y a aussi la pratique de l'appel à projet qui s'est banalisée dans les financements publics au détriment du financement de fonctionnement, ce qui fragilise les structures et leurs missions récurrentes et qui traduit aussi un encadrement plus étroit des actions associatives à travers des financements beaucoup plus prescripteurs en déclinaison de politiques publiques. Et donc, sous ces deux formes, commande publique et appel à projet, on assiste à une emprise croissante de la puissance publique sur la vie associative. De l'autre côté, le marché, alors le modèle entrepreneurial influence de plus en plus les associations. Tout d'abord du fait des ressources propres qu'elles doivent dégager, vente de biens ou de services, cotisations, pour compenser la baisse des subventions. Mais c'est un modèle qui se développe aussi comme une conséquence de la commande publique parce que les associations se positionnent aussi de plus en plus elles-mêmes comme des prestataires délégataires de services publics. Et puis, il y a l'air du temps, le développement d'une culture de l'entrepreneuriat social. Et là, on pourra y revenir tout à l'heure, mais qui est une culture promue notamment par une partie du secteur de la philanthropie, du monde des fondations. Alors, la conséquence des appels d'offres, des appels à projets et de la logique d'entrepreneuriat social, c'est finalement la mise en concurrence des associations entre elles, avec le privé lucratif. Et puis, lorsqu'on répond à une commande publique ou lorsqu'on se positionne sur un marché qui va privilégier les offres les plus solvables, ça c'est ce que nous indiquent aussi les travaux du Vienne Chernonog, eh bien, in fine, c'est l'initiative citoyenne collective qui est fragilisée. Et quand on s'en prend à la capacité d'initiative citoyenne, alors c'est aussi la capacité d'initiative sociale qui peut être atteinte. Et au-delà des associations elles-mêmes, ça a une conséquence sur l'espace civique. C'est la raison pour laquelle l'avis du CESE, le rapport qui a été rendu cette année par Martin Bobel, notamment sur le financement associatif, était sous-titré Financement associatif, l'urgence démocratique. Et il y a un risque que l'avis du CESE pointe également, lié au fait que la notion d'intérêt général est fondée sur le principe de non-concurrence, et que si on déplace les associations dans des logiques de marché, alors on prend le risque de leur faire perdre en cascade les conditions dont elles bénéficient au titre de l'intérêt général, notamment l'accès au régime du mécénat, la soumission au régime des aides d'État. À l'Institut, sur cette problématique-là, on a soutenu un projet de recherche qui s'intitule Entre tout État et tout marché, quels modèles économiques tiers peuvent inventer les associations, qui est porté par Julien Talpin, Jean-Louis Laville, Marianne Langlais du collectif des associations citoyennes.
et qui va travailler dans le cadre d'un observatoire citoyen de la marchandisation de l'action associative et de l'investissement à impact social, et qui produira un rapport mobilisant les acteurs et les chercheurs. Dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est pour dire qu'au niveau politique, puisque là on a parlé des financements, mais au niveau politique, il y a aussi une crispation quant à la reconnaissance institutionnelle de la fonction politique des associations. La garantie de leur rôle en tant que contre-pouvoir et leur liberté de critiquer publiquement les pouvoirs publics n'est plus assurée aujourd'hui. C'est la critique que le secteur a adressée concernant le contrat d'engagement républicain, dont l'application a débordé le cadre initial qui était celui de la prévention du terrorisme pour mettre en question aujourd'hui à la fois certaines associations écologistes ou défense des droits, mais aussi des collectivités locales qui les finançaient. Et là, je signale un autre projet de recherche en cours, qui est le projet laïque, dont l'Institut est partenaire, qui est piloté par l'Observatoire des libertés associatives et le collectif Passe en nous, qui est la première recherche française qui étudie l'évolution des libertés associatives, qui proposera un bilan du contrat d'engagement républicain et qui va étudier également des expérimentations locales menées par des collectivités pour préserver les libertés associatives. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon déjà très riche. Euh, Pascal Dominique, la parole est à vous pour la même question, tour d'horizon de votre point de vue. Attention, Pascal Dominique, le micro n'est pas ouvert, donc on peut. En audio, voilà. Ah, Oui, c'est bon. bonjour à tous et toutes. J'avais préparé un travail un peu identique sur la question des chiffres de l'étude de Viviane Chernionnog et Lionel Couteau, qui paraît tous les 2 ans. Et donc, je voudrais juste compléter, mais très rapidement. La commande publique est passée de 17, est passée de 17% à 29%, je ne sais pas, et les subventions ont diminué de 34 à 20%. En revanche, les dons et le mécénat restent stables à 5% de 2005 à 2023. Ça, c'est un chiffre. Donc, la tendance est bien, effectivement, à la commande publique, à la concurrence. Voilà. Alors, sinon, bon, je vais intervenir sur l'actualité, puisque mon métier est d'être journaliste, et donc sur cette complexité d'être dépendant des pouvoirs publics et en même temps du marché. Mais nous allons parler surtout des pouvoirs publics aujourd'hui. Alors, il y a d'abord il y a le problème, par exemple, en région. Aujourd'hui, on a un exemple fort, c'est en Pays de Loire. En Pays de Loire, il y a 70% des subventions culturelles qui, en 2025 et 2026, vont être supprimées en raison à la fois économique, effectivement, mais aussi idéologique. Donc là, c'est quand même comment faire? C'est une question qui, est-ce que la philanthropie pourrait répondre à ce type de choses? On peut aussi noter que c'est par exemple la CIMAD, que vous, sans doute les interlocuteurs ici connaissent, qui s'occupe des demandeurs d'asile et qui s'occupe des personnes qui demandent des titres de séjour, des migrants, ou leur renouvellement. Lorsque Madame Pécresse est arrivée aux affaires en tant que présidente du conseil régional, elle a immédiatement supprimé la grosse subvention, c'est-à-dire un poste. Donc, ne parlons pas de M. Vauquier qui a attaqué en Rhône-Alpes. Donc, là, on est vraiment sur des sujets extrêmement politiques qui peuvent toucher les associations culturelles, les associations de défense de migrants, les associations de femmes victimes de violences. On l'a bien vu, par exemple, pour les femmes, pour la Fédération nationale des femmes nationales de soutien aux femmes qui répondait au 3919 et qui était une association qui avait été créée à l'initiative de femmes citoyennes en 1992 et qui, il y a 2 ans ou 3 ans, le gouvernement avait voulu qu'elle passe par des appels d'offres pour une rentabilité. Alors, ça, c'est l'aspect plus économique. Et en fait, comme il y a eu une mobilisation,
eh bien, l'appel d'offres, le gouvernement est obligé de céder. Voilà. Donc, rentabilité, et aussi parce qu'il souhaitait que le 39-19 ait une ouverture plus ample, des amplitudes horaires plus amples. Bon, c'est un petit peu différent. Alors, je voulais aussi vous dire que dans le contexte de aujourd'hui, en revanche, dans le PLF de 2025, les subventions, s'ils passent, on ne sait pas, les subventions aux associations globalement ont un petit peu augmenté, surtout pour le sport. Je peux vous donner des chiffres précis, je les ai cherchés. Elles ont augmenté par exemple, elles sont pour le jeunesse et éducation sportive plus 39 millions. En revanche, le budget de l'économie sociale et solidaire, il est de 19 millions, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé, ce que déplore le mouvement associatif. Voilà, c'est un panorama rapide et pour la vie associative, c'est-à-dire pour quand même les institutions associatives, on est sur une toute petite augmentation de 57 millions d'euros. Voilà. Voilà en gros le panorama aujourd'hui de... Voilà. Mais si vous voulez, la situation est quand même difficile. Il y a des pertes d'emplois dont on parle pas tant que ça. Et voilà. Bon, voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Effectivement, ça complète et ça illustre un certain nombre de dynamiques qui avaient déjà été évoquées par Florian. Donc, on va finir ce premier tour de table avec toi, Arnaud. Voilà, même question, ta lecture du paysage et de ses évolutions. Oui, merci Nicolas, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. L'essentiel a été dit. Je pense en tout cas, je partage le constat et il est largement partagé. Sur le contexte, effectivement, il y a la contrainte budgétaire des États qui pèse très fortement sur les associations, qui sont quand même notamment les associations employeuses. Peut-être qu'on pourra différencier un peu tout à l'heure les associations employeuses, non employeuses. C'est vrai que ça renvoie à des réalités un peu différentes. Mais je partage tout à fait ça. La manière dont la nouvelle gestion publique, le New Public Management, étend aussi son pouvoir sur les associations qui sont quand même en grande partie des sous-traitantes de l'État dans ce contexte-là. Et donc, dans le numéro de la Revue française d'affaires sociales que tu as mentionné, avec Camille Amidi et Simon Cotin-Marx, on a justement voulu travailler ça sous l'angle de la marchandisation et on a même essayé d'avancer la notion de marchandisation publique pour bien mettre en avant le rôle de l'État, la façon dont l'État accentue, hein, accroît la mise en marché de l'action associative. Donc, ce qui a déjà été dit par Florian notamment, mais aussi par Pascal Demie, sur l'idée de la mise en concurrence. Bien sûr, ça c'est un élément central qui ressortait aussi de notre analyse, non seulement des papiers, mais aussi de la revue de littérature qu'on a pu faire. Euh, Mise en concurrence avec d'autres associations, avec aussi des sociétés commerciales. L'injonction à augmenter les financements privés, donc notamment les recettes d'activité, la rentabilité. On pourrait mettre aussi peut-être dedans la manière dont est rationalisé de plus en plus aussi tout le travail bénévole, hein, qui rentre, qui est aujourd'hui monétarisé, qui rentre dans les budgets, etc. Et aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, ça va aussi avec la logique entrepreneuriale qu'évoquait Florian, la diffusion de normes managériales et donc des réformes un peu de l'organisation du travail. Mais donc, voilà, ça, je partage le constat. Peut-être juste un mot de ce qu'on avait posé. Puis il y a quelques papiers qui le mettent dedans, notamment sur des secteurs qui actuellement me sont chers parce que je travaille aussi dessus, qui sont les secteurs de l'aide à domicile et du handicap, sur lesquels les associations sont quand même historiquement positionnées, donc très fortement travaillé par ce processus de marchandisation. On a quelques travaux d'économistes, notamment je pense à Anne Leroy, Emmanuel Puissant sur le volet handicap et Amélie Artis et Florence Gallois sur le volet plus aide à domicile, qui montrent comment justement mettre en concurrence, à accentuer la pression, on va dire, sur la rentabilité, sur les recettes. Ça passe par tout un travail très minutieux de ce qu'elles appellent la mise en économie et la mise en marché de l'activité associative. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un travail préparatoire et là aussi, les institutions publiques, les administrations jouent un rôle très important hein, de quantification du travail, j'allais dire rationalisation, mais presque rationnement aussi des activités. On l'a déjà vu dans la tarification à l'activité, par exemple à l'hôpital, mais
on peut observer vraiment la même chose. Si je reprends un exemple concret sur l'aide à domicile, mais on voit aussi arriver ça un peu plus dans le handicap, avec justement des logiciels de gestion, hein, logiciels à la fois concrets, à la fois de pensée, où on calcule à la minute hein, le temps d'une toilette pour une personne âgée, le temps pour donner un repas, hein, et on va tarifer cette prestation. Donc ça, c'est vraiment tout ce travail de construction d'une marchandise ensuite que l'on va pouvoir échanger entre des clients et des prestataires. Et bien sûr, cette objectivation, on va dire, de quelques travail, cette rationalisation, invisibilise toute une autre partie qui est celle généralement portée par des travailleuses, qui est l'invisibilisation de tout le travail relationnel qu'il peut y avoir, de tous les aléas et les imprévus aussi que l'on a, évidemment, quand on est dans des situations de vulnérabilité. Donc, voilà, pour ne pas être beaucoup plus long et juste pour apporter une petite touche par rapport à ce constat général que je partage. Ok, merci beaucoup Arnaud. Je crois on commence à avoir une vision hein, assez claire des tendances à l'œuvre et un certain nombre de fonctionnements et d'instruments aussi hein, de ces financements qui vont exercer des formes de contraintes en fait sur les acteurs du secteur. Donc la deuxième question, alors cette fois je vais la poser à Arnaud et puis à Florian. Ça serait de vous demander dans, voilà, encore une fois, vos positions respectives, évidemment, comment, de votre point de vue, les associations se positionnent face à ce qu'on pourrait caractériser, en vous écoutant, comme une fragmentation de ces formes de financement public et privé. Donc peut-être Arnaud, si tu peux continuer ton développement à partir de cette question. Oui, bien sûr, merci. Alors oui, fragmentation, transformation, vraiment des modes de financement, mais c'était dit entre le public et le privé. Les financements privés qui augmentent, mais pas forcément les financements, on va dire, de fondations, de mécénat, même si, d'après, si on reprend les chiffres quand même de Viviane Chernonog et Lionel Proutot, qui font vraiment référence hein, sur la question, il y a quand même, même si ça représente 5 ou 6% du budget global des associations, il y a une augmentation de 4% par an, qui est l'augmentation la plus importante. Donc, c'est quand même aussi en dynamique, on pourrait dire. Alors, par rapport à ces difficultés de financement, à ces évolutions des financements, euh, on peut observer, là aussi c'est un constat un peu général et sur lequel je pense les travaux de Viviane Chernonog aussi avaient déjà ouvert le champ. Peut-être je pourrais amener quelques exemples que l'on a pu avoir dans le dossier. Euh, il y a quand même deux grandes stratégies, moi je trouve, qui se dégagent par rapport à ces évolutions de ce domaine et des financements. On le voit, il y a la constitution des grands groupes associatifs porteurs de l'entrepreneuriat social, comme le groupe SOS, hein, bien sûr, qui commence, même si c'est difficile, mais un peu à être documenté. On a pu faire avec Simon un entretien avec Jean-Luc Borrello dans ce dossier qui est quand même assez instructif, peut-être que j'y reviendrai. Enfin non, ben non, tout de suite, je peux en dire un mot justement, puisqu'il il essaye en fait, de défendre ce modèle qui apparaît quand même pour beaucoup d'autres acteurs associatifs comme un ogre hein, qui vient dévorer et qui est vraiment le partenaire, on va dire, du New Public Management. Donc c'est en partie vrai, c'est-à-dire que c'est une stratégie pour coller à cette mise en concurrence, à la commande publique, même à l'efficience, on pourrait dire, hein, un peu le mot d'ordre du New Public Management. Mais ce qui, si on peut garder une pointe un peu, je ne vais pas dire d'espoir, mais de ressources qu'ils en tirent hein, à travers ces grandes structures qui permettent de mutualiser un certain nombre de moyens, de services, et donc d'être vraiment en capacité de gagner dans des réponses à appel à projets ou sur des marchés publics, même face à des structures commerciales, etc. Ils ont vraiment un rôle et une position très forte. Euh, c'est intéressant enfin moi c'est une des choses qui m'avait le plus intéressé dans l'entretien qu'on avait fait avec lui, c'est en plus de ce jeu donc, vraiment de la concurrence, de la marchandisation assumée, l'idée de garder tout de même des marges de négociation avec les financeurs publics en se disant par exemple qu'ils n'acceptent pas n'importe quelle condition, ils ne répondent pas à tous les appels à projets, hein, ils sont en mesure de pouvoir choisir par leur taille, par leurs ressources propres, des appels qui respectent quand même un minimum de conditions de travail ou de qualité de la prestation fournie, donc évidemment à contrôler derrière par des enquêtes ad hoc, hein, évidemment.
Mais en tout cas, de maintenir des marges de négociation et aussi, et ça, Simon aussi avait, enfin, on pouvait l'observer dans un certain nombre de dispositifs, de pouvoir, même par eux-mêmes, ne pas attendre, parce que ça aussi, c'est un peu la grande mode aujourd'hui, des formes d'expérimentation par les pouvoirs publics, mais d'expérimenter même par eux-mêmes des formes d'accompagnement de publics vulnérables ou autres. Donc une certaine, à travers ce jeu, on va dire, de la concurrence, de la marchandisation, on peut quand même observer, même si on reste vigilant, hein, il faut poser des questions, mais des formes aussi d'autonomie, d'indépendance hein, de ces structures qui restent tout de même associatives, qui, même on l'avait questionné là-dessus, ont quand même une présence syndicale importante et autres et qui donc ne sont pas nécessairement en train de subir les contraintes qui pèsent sur les associations. C'est à mon avis un cas qui est assez ambivalent, mais c'est une stratégie en tout cas qu'on voit se développer, ces grands groupes. L'autre que l'on voit, et il y a aussi quelques extraits qui sont donnés, qu'on voit aussi dans les stats quand même, de Viviane Chermenog notamment, c'est l'idée d'un non-recours au financement public. Il ne faut pas oublier ce que je disais un peu en introduction, il y a quand même 90% des associations qui n'ont pas de salariés, 75% des associations qui ont un budget annuel inférieur à 10 000 euros. Et au sein de ces associations, le travail bénévole, il représente quand même 1 million d'équivalents temps plein. Donc il y a quand même une force de travail pour le coup, mais d'activité qui est déjà extrêmement présente. Et pour échapper un peu, surtout quand on a une petite structure, aux contraintes vraiment qui pèsent à travers les financements publics, on voit aussi augmenter ce type de structure et de recours finalement à la cotisation ou au bénévolat pour maintenir une activité. Et juste pour finir sur ça, et du coup, c'est vrai que ça, je reprends pour le coup ce que disait Viviane Chernonog, on n'a pas vraiment d'exemple nous là-dessus, mais ce qui interroge, c'est faut appeler les PME associatives, celles qui ont entre 100 000 et 500 000 euros, dont on voit que le nombre diminue hein, au fil des années, qui sont pourtant des structures généralement importantes par un ancrage territorial, par en même temps des capacités d'action et d'innovation. Et celles-ci semblent être les associations un peu perdantes de la marchandisation. Ça se développe, ça croît, les plus petites sans financement, des grands groupes croissent également, et au milieu des PME ou disparaissent ou sont reprises par des grands groupes. Voilà un peu Ok, les stratégies, des façons de se positionner. merci beaucoup Arnaud. Donc une réaction qui se traduirait par une forme de polarisation selon la taille des acteurs et aussi selon la capacité en quelque sorte à endogénéiser, à internaliser un certain nombre d'éléments de gouvernance, de structuration ou alors à quitter carrément le champ du financement public. Donc c'est polaire sur la taille et sur on va dire, la forme de la réaction. Florian, est-ce que c'est un diagnostic qui converge avec vos propres analyses à l'Institut français du monde associatif? Avec nos analyses et puis qui résonne aussi avec un certain nombre de questionnements qu'on a posés, puisque on est parfois en amont des analyses pour comprendre quels sont les besoins de connaissances et orienter la connaissance, orienter la recherche. Ce que je peux dire, c'est que les associations ont longtemps fait reposer leur financement sur les fonds publics et qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on vient de décrire, il y a cette question sur la place de la générosité privée, des financements privés dans les modèles de financement associatif. Ce que nos travaux ont montré, c'est que finalement, on connaissait assez mal les motivations des associations à recourir au financement privé, à la générosité privée. Certaines y ont recours par opportunisme gestionnaire, d'autres par volontarisme stratégique parce que ça va porter le projet associatif, et d'autres encore vont plutôt être dans une forme de résistance culturelle. Et on ne sait pas quelle est la part des associations dans chacune de ces trois situations. Donc il y a bien cette question dans les modèles de financement de dépendance et d'interdépendance multiples, et c'est vraiment un sujet de connaissance à renforcer. En revanche, ce qui apparaît, c'est que la relation entre générosité privée et association, elle se joue bien dans une triangulation avec la puissance publique. Et que souvent, lorsqu'on va chercher la générosité privée, on va chercher une indépendance vis-à-vis des financements publics. C'est ce qu'on fait notamment quand on s'appuie sur les financements traditionnels, des adhésions, des dons et des cotisations. Mais là, c'est un modèle qui va plutôt privilégier les grandes ONG, les têtes de réseau, enfin les plus grosses structures.
Et on va pouvoir aussi aller chercher une capacité d'innovation, une capacité d'interpellation. Et là, on y reviendra sans doute tout à l'heure sur le rôle des fondations. Moi, je voudrais peut-être mettre en avant, en écho de ce que Arnaud vient de dire, deux grandes difficultés qu'on a pointées dans nos travaux des associations pour se positionner justement face à cette fragmentation. La première grande difficulté, c'est que les associations, elles peinent à faire valoir la création de valeur du modèle associatif. Et c'est un problème parce que pour les financeurs, qu'ils soient publics ou privés, ce qui est faiblement reconnu, ce n'est pas faire la démonstration de son utilité, de sa production de valeur, eh bien, c'est plus faiblement financé. Et donc là, il y a plusieurs enjeux concernant l'évaluation. Le premier, c'est de dépasser aujourd'hui une pratique évaluative qui se limite pour les associations à justifier de ses résultats et de ses actions auprès des financeurs, avec des méthodes qui se limitent très souvent à la mesure d'impact, c'est-à-dire la plupart du temps à des KPI, des indicateurs quantitatifs, par exemple le nombre de bénéficiaires touchés. Autrement dit, on va rendre compte des résultats, mais ce faisant, on ne va pas révéler les mécanismes par lesquels on crée de la valeur. Et là, il y a une énorme opportunité à l'avenir d'investir dans de nouvelles méthodes d'évaluation qui permettront de comprendre quelle est cette valeur sociétale qui est générée, pas simplement par la lecture des résultats des actions, par ce qu'on fait, mais aussi par ce qu'on est, par exemple les modes de fonctionnement, les modes de gouvernance, par exemple si on implique des bénéficiaires dans la gouvernance des actions ou de l'association. Sur ce sujet-là, précisément, on a soutenu les travaux du GREUS, le groupement de recherche sur l'évaluation de l'utilité sociale, pour un travail de recherche qui a expérimenté une nouvelle méthode d'évaluation par une approche socio-anthropologique, une approche relationnelle, et qui va vraiment regarder dans la durée, dans le temps, qu'est-ce qui s'est transformé entre le projet associatif et ses parties prenantes, le conseil d'administration, les bénévoles de terrain, les publics, les bénéficiaires de l'association, tous les partenaires de l'écosystème. Ensuite, et c'est un deuxième point, ce qu'il faut dire, c'est que l'enjeu, il dépasse les modèles de financement, parce qu'il se place au niveau des modèles socio-économiques. Et ce qui distingue les associations, c'est justement leur capacité à mobiliser, en plus de financement, de l'engagement et à mobiliser des partenariats. Et donc c'est ça, la définition des MSE, c'est des modèles socio-économiques, pardon, c'est ces trois piliers de ressources, les richesses humaines, les financements diversifiés et les partenariats et les alliances. Et quand on parle de modèles de financement en crise, finalement, on n'aborde qu'une partie des ressources associatives, on a un prisme un peu limitatif, et donc il faut élargir le spectre. Et là, il y a un changement de paradigme à opérer, ne pas se considérer uniquement comme un opérateur économique et ne pas considérer que le problème, c'est uniquement un problème de modèle économique et de manque de financement. Il faut au contraire dépasser la vision gestionnaire dépendante des financeurs et il faut pousser une vision stratégique de son modèle socio-économique et considérer finalement considérer comme producteur de valeur pour la société son propre modèle socio-économique. Et là, ça change tout le rapport de force avec les financeurs. Si je développe ça juste en quelques mots, si je pense les trois piliers de mon modèle socio-économique en tant qu'association dans une vision strictement gestionnaire, je vais penser comme des ressources à mobiliser pour appuyer mon projet, des ressources humaines, des ressources financières et des ressources partenariales. Mais si maintenant j'adopte la vision stratégique, ça donne quelque chose de complètement différent, parce que mobiliser des ressources bénévoles, c'est mobiliser de l'engagement citoyen. Mobiliser des coopérations et des alliances, c'est se rendre plus fort pour affronter un problème et aussi c'est une façon d'infuser son projet dans son écosystème et donc de se mettre en capacité de transformer les pratiques professionnelles de ses partenaires ou encore d'inspirer les politiques publiques. Et puis enfin, si on cherche une autonomie financière pour son projet, eh bien on s'assure une liberté d'action, une capacité d'interpellation, une capacité d'innovation. Donc on voit bien l'enjeu de passer d'une logique gestionnaire à une logique stratégique pour porter et déployer la dimension sociopolitique de son projet associatif. Et en faisant ça, on voit bien toute la valeur que ça donne à son projet et comment ça peut changer le dialogue et le rapport avec ses financeurs. Et ça, aujourd'hui, j'en parle parce que c'est une dimension, en tout cas, dans le cadre des travaux qu'on a conduits, on a vraiment montré que c'était une dimension qui manquait fortement aujourd'hui au secteur associatif, mais aussi à la recherche. Et sur cet axe-là, je signale un projet qu'on a soutenu, qui s'intitule Les modèles socio-économiques à l'épreuve du terrain, quelles pratiques stratégiques des associations, qui est porté par Suzanne Chamy d'IDEAS, Julien Klesowski et Adrien Laurent. Et le projet, là, il va prendre pour terrain les associations labellisées par IDEAS, donc issues de secteurs très variés, et il va étudier l'appropriation de la question du modèle socio-économique au sein des associations
et aussi quelles sont les modalités de délibération collective concernant les choix liés au modèle socio-économique. Et à la fin du projet, on va construire des clés d'analyse des modèles socio-économiques qui permettront d'éclairer les pratiques des acteurs associatifs. Merci beaucoup à tous les deux. On reposera peut-être cette question dans la discussion, dans la séance de dialogue avec la salle tout à l'heure, mais évidemment, ce que vous dites, c'est tout un ensemble d'évolutions qui rejoue au fait la question du degré d'indépendance, en fait, et des stratégies qui permettent de conquérir une forme d'indépendance, y compris dans la capacité, dans le maintien d'une capacité d'interpellation. Donc, on reviendra là-dessus, sur dans quelle mesure ces dynamiques, finalement, est-ce qu'elles étayent ou elles fragilisent finalement cette capacité à avoir une forme d'indépendance dans les projets et les actions associatives? Voilà. Avant peut-être de revenir à ces questions-là dans le cadre de la discussion, je voudrais cette fois me tourner vers Pascal, Dominique et Arnaud, avec une deuxième question qui est de savoir, en fait, une fois qu'on a caractérisé les évolutions et on pourrait dire les réactions des acteurs du secteur, on a bien compris cette dimension stratégique à intégrer, à développer. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la manière dont vous percevez, dont vous analysez finalement les effets de cette nouvelle donne de la marchandisation sur le travail associatif en matière de pratiques gestionnaires, de pratiques managériales, de pratiques économiques dans les collectifs de travail. En fait, comment tout ça, ça produit des effets sur les associations, les travailleurs associatifs, les collectifs. Et peut-être Pascal Dominique, sur cette question d'abord. Oui. Alors, au départ, je voudrais quand même indiquer que l'histoire, elle est ancienne. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, puisque je présentais l'actualité surtout. Elle est ancienne. Elle date des années 2000, de la LOLF, la loi organique de finances. Tout est parti de là. C'est-à-dire la mise en concurrence, ça date de 2002, la LOLF. Et ça, c'est très important parce que c'est une évolution lente en fonction aussi des gouvernements. Mais c'est véritablement, bon, c'est malheureusement aussi lié à l'Union européenne qui n'a pas que des défauts, mais c'est aussi lié à cette mise en concurrence. Donc ça, c'est un premier point. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai enquêté sur la souffrance dans les associations. Alors, elle a plusieurs origines. Elle a une origine, effectivement, liée aux pratiques de New Public Management, qui est absolument désastreuse en termes de concurrence, de prix de journée aussi, dans les services de sous-traitance des pouvoirs publics. Mais aussi, je pense au préalable qu'il faut aussi signaler que la question de l'emploi n'a jamais été réfléchie dans les associations. C'est-à-dire comment faire en sorte que les ressources humaines, mais dans le sens noble du terme, soient prises en compte. Même à l'époque où les associations étaient des partenaires des pouvoirs publics avant qu'elles ne soient des sous-traitants, c'est-à-dire avant les années 2000, à mon avis, la question de l'emploi n'était pas posée. Elle se confondait beaucoup avec le militantisme. Donc c'est une question qui reste entière et qui peut-être s'améliore, mais peu. Alors on pourra en venir aux effets effectivement des appels à concurrents, des appels à projets, des subventions publiques, des subventions qui sont liées à des gouvernements de plus en plus néolibéraux. Je peux donner quelques exemples dans la commande publique, notamment à Emmaüs par exemple, dans les centres d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Et il y a, par exemple, les prix de journée, comme on est en concurrence avec d'autres associations, les prix de journée sont à la baisse. Donc, s'ils sont à la baisse, ça veut dire un accueil plus mauvais, des personnels moins formés, beaucoup de violence aussi, beaucoup de violence parce que les personnes accueillies sont en situation de grande violence, vu ce qu'ils vivent, des attentes interminables et du personnel mal formé. On peut aussi, voilà, ça c'est un premier exemple. Je peux aussi donner l'exemple, donc il y a beaucoup de turnover.
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le signe, c'est le turnover. C'est le signe, c'est le turnover. Alors, à SOS, même si j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention ce que disait Arnaud Trenta, c'était tout à fait pertinent et intéressant, pertinent à vérifier quand même sur le terrain en faisant une enquête. Euh, mais moi, ce que j'ai vu à SOS, c'est effectivement pas tout ce qu'a acquis SOS en satellisant, en filialisant les associations d'une manière absolument digne des meilleurs capitalistes, hein, digne en filialisant des crèches. Bon. Mais ce que j'ai vu, quand il n'y a pas de syndicat dans ces structures sanitaires et sociales, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent surtout pas. Donc, on a bien fait comprendre aux salariés qu'on ne voulait pas de représentation du personnel. Donc, c'est quand même un mode de management. Je pense quand même que des forces syndicales, c'est quand même un minimum de résistance. Ça fait partie quand même de la résistance à l'employeur. Voilà, ça c'est quelques exemples. Alors, voilà, je pourrais donner des exemples, mais je vais laisser parler Arnaud sur ce sujet-là. J'avais deux ou trois exemples à vous donner. Après, il y a une relance que vous vouliez nous faire parvenir. Voilà, je peux donner, j'ai parlé d'Emmaüs de SOS, mais j'aurais d'autres associations, par exemple à France Terre d'Asile, il y a eu des pratiques managériales, du turnover, X et X choses. Voilà. Ok, merci beaucoup, Pascal, Dominique. Arnaud, voilà, prendre la suite. Oui, alors, bah, dans la continuité, je dirais, effectivement, je pense on est d'accord encore une fois, je pense, sur le constat. C'est-à-dire que quand on se penche sur les collectifs de travail ou sur le travail tel qu'il est réalisé, on voit que c'est bien sûr, notamment les salariés, que se reporte beaucoup la charge. Alors, c'est, comme le disait aussi Pascal Dominique, on le sait depuis longtemps, il y a une précarité d'emploi, des bas salaires, etc. Après aussi tout le travail, je pense, de Maud Simonet qui a montré notamment des statuts un peu hybrides comme les services civiques. Voilà, il y a sans doute un abus aussi de ce type d'activité, parce que ce n'est pas vraiment des contrats, mais d'engagement, de travail bénévole, de travail engagé, on va dire, ça on le sait. Aussi, sur ce point-là, ça apparaît bien sûr dans l'ouvrage, mais aussi sur une recherche là, qu'on a finalisée à l'IRES et qui était plutôt sur le secteur de l'insertion par l'activité économique dans les chantiers d'insertion. On voyait bien aussi comment cette tension vraiment entre des moyens en baisse et en même temps une demande d'augmentation de l'activité. Il y a des travaux aussi récemment sur les ESAT, hein, sur le milieu protégé du handicap, qui montrent une injonction à la productivité, à la rentabilité plus importante. Moi, ce qui m'a marqué aussi sur ça, peut-être pour illustrer, c'est le rôle un peu des encadrants intermédiaires. Donc, typiquement, si on est dans l'IAE, dans l'insertion par activité économique, les conseillers en insertion, les encadrants techniques, ou aussi on a la peine à recruter les gens, en fait, hein, parce que justement, c'est des métiers qui sont vraiment en souffrance aujourd'hui ou qui amènent aussi de la souffrance au travail, où vraiment il y a on voyait des personnes qui étaient obligées de suivre une quarantaine, une cinquantaine d'individus dans les chantiers d'insertion, donc en fait une incapacité à bien faire son travail. Ça, c'est des choses qui reviennent. Si aussi on prend l'angle du sens au travail, parce qu'on est quand même beaucoup dans des métiers du social, du care, qui ont, même souvent dans les statistiques, si on prend les travaux de Thomas Coutreau, de Coralie Pérez, on voit que malgré des conditions dégradées de travail et d'emploi, les personnes déclarent quand même que le travail a du sens. Ça quand même aussi, ça commence à être érodé et on peine à les recruter. Donc ça, c'était quelque chose qui apparaissait, peut-être un mot effectivement, euh, au-delà de ce constat et qui ressortait parce que dans le dossier, on a voulu essayer de montrer des exemples aussi de résistance dans les activités associatives, dans les organisations. On avait deux cas qui étaient, on n'en a eu que deux. On a cherché des formes de résistance. C'est pas évident. Un qui reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la polarité de celle qui est une forme de mise en retrait. Ça, il y a un article de Jennifer Derham sur une recyclerie. Et là aussi, hein, les recycleries, les ressourceries sont aussi tout à fait prises dans des logiques de marchandisation, de rentabilité, parce que ça a un coût, de toute façon, pour la collectivité. Bref, je passe les détails. Et elle racontait, elle pouvait comparer et voir comment des collectifs essayer de réduire
leur dépendance à l'égard des financements publics pour retrouver un peu plus d'autonomie et justement de formes d'accompagnement aussi, de lien avec le territoire. Mais voilà, ça passe de ce qu'elle démontre par se reposer un peu plus sur des ressources propres, donc ou des formes de cotisation, des recettes d'activité. Donc, c'est quand même réduire son budget et aussi transférer une part du travail salarié en travail militant. Donc, elle montrait aussi des formes d'épuisement de ce modèle dans le temps. Donc, non seulement il y a une forme de marginalisation un peu de l'activité de la structure par rapport à un champ, à un domaine où d'autres acteurs sont beaucoup plus dynamiques, et en plus une vraie difficulté à rendre ça pérenne. Et un autre exemple qui est intéressant, parce qu'il nous, voilà, il nous change un peu de cadre, c'est au Canada. Il y a Marie Lefebvre qui analyse les associations, les organisations communautaires autonomes au Québec. Donc il y a un secteur qui a quand même réussi à défendre une certaine spécificité du travail et de l'activité, du sens, qui a notamment essayé de maintenir et réussi en grande partie à maintenir des financements par subvention, alors que la nouvelle gestion publique a vraiment transformé en profondeur les services publics au Québec. Donc, il y avait ces formes de défense, mais elle nous montre aussi que, in fine, encore une fois, on n'est pas en vase clos. Donc, le fait qu'il y ait notamment des dysfonctionnements des services publics, sur l'exemple notamment de l'encadrement, de l'accompagnement de la jeunesse, ce qu'elle nous montre, le fait que des services publics soient moins présents ou moins en capacité de prendre en charge des problématiques, ça les amène, même si elles conservent un peu leur mode de fonctionnement, de financement, à transformer tout de même leur activité pour pallier ou à l'absence ou au dysfonctionnement des services publics. Donc elles sont aussi amenées à rentrer dans cette logique qui est plus d'ailleurs d'intervention plutôt que de prévention, et des logiques aussi un peu plus individualisées parce qu'il faut répondre à des cas de problématiques qui sont déjà avancées, alors que eux-mêmes dans leur mouvement ont plutôt une tendance à avoir une approche collective et groupale. Donc c'était encore un autre exemple pour montrer qu'il y a encore une fois des marges de manœuvre, des stratégies, des formes de résistance, mais que malgré tout, on reste dans des rapports de domination, et qu'il est assez délicat de maintenir dans le temps des stratégies, disons, autonomes et indépendantes. Ah, voilà, on t'entend pas, Nicolas. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, merci, c'est très éclairant. Et effectivement, il y avait alors Pascal Dominique, vous pourrez nous dire un mot sur ces résistances que vous avez identifiées, sur lesquelles vous avez enquêté, si vous le souhaitez. Mais je voudrais ouvrir d'emblée, vous pourrez peut-être dire un mot de cela en ouverture. Je vais vous redonner la parole dans une seconde sur la dernière question, parce que je voudrais qu'on ait vraiment du temps. Il y a beaucoup de personnes dans la salle qui, par leurs activités, par leurs recherches, par une combinaison savante des deux, voilà, ont des choses à dire sur ce sujet. Et donc, je pense que ce serait vraiment très utile qu'on ait un temps de discussion substantielle. Mais il y a une dernière question, parce qu'évidemment, ce programme, il s'intéresse à la question de la philanthropie, de ses relations avec les pouvoirs publics, avec aussi le monde associatif. Et donc, la question, alors vous avez dit tout à l'heure, de Pascal Dominique, elle était difficile, mais je pense qu'il faut l'affronter. En tout cas, on peut commencer à la défricher, c'est de savoir dans quelle mesure, finalement, les actrices, les acteurs de la philanthropie, bah, est-ce qu'ils contribuent ou est-ce qu'ils atténuent ces logiques? Pour le dire plus simplement, est-ce qu'ils sont une partie de la solution ou une partie du problème que vous diagnostiquez? Excusez-moi, la question est formulée de manière directe, mais au moins ça donne de la clarté. Donc je ne vous demande pas forcément d'être aussi direct dans vos réponses, mais néanmoins, c'est quand même ça l'enjeu, de savoir si tout simplement le secteur philanthropique, voilà, comment est-ce qu'il s'inscrit, comment il porte une responsabilité dans, au fond, un certain nombre des enjeux que vous percevez, et comment vous voyez ce rôle. Donc, Pascal Dominique, et puis ensuite, la parole sera à Florian, et puis on ouvrira la session des questions. Voilà. Écoutez, c'est une question qui m'a un peu étonnée parce que je connais peu les fondations. Quelques réflexions générales alors, hein. Donc la réflexion, c'est de quelle fondation parle-t-on, de quelle philanthropie parle-t-on?
C'est la première question. Si vous me parlez de la fondation Bill Gates, je vous dis, je n'ai aucune confiance dans la fondation Bill Gates. Ça, c'est ma première réponse. Si vous me parlez d'une fondation d'économie sociale et solidaire, on peut imaginer un partenariat, on pourrait imaginer, mais je n'ai pas d'infos. Je connais la fondation du Crédit Coopératif, la fondation Massif. On peut imaginer un partenariat, une fondation comme la FAP, qui est liée au syndicat. Alors là, on peut peut-être imaginer un partenariat constructif, mais pour le fonctionnement. Si c'est, encore une fois, pour l'image et la communication d'une fondation, c'est compliqué. Ou alors si c'est pour l'emploi dans l'association, pour son fonctionnement, ah oui, je dis oui. Je dis oui tout de suite. Ça, c'est que je vous réponds, c'est des choses de bon sens, en fond. Mais si c'est pour aider globalement à structurer l'association dans son projet global d'économie sociale et solidaire, banco, banco, tout de suite. Mais sinon, si c'est sur un projet précis qui favorise, qui enrichit encore une fois l'image d'une entreprise, je ne vois pas ce que ça a de mieux que les pouvoirs publics, en quelque sorte. On est acheté. Donc, moi, c'est un point de vue tout à fait voilà, de premier niveau. Mais si c'est un soutien à l'autonomie du secteur, alors peut-être on peut y réfléchir. Voilà. Mais je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Voilà. Mais merci. En tout cas, votre réponse, elle invite, je vais donner tout de suite la parole à Florian pour compléter, et puis on ouvrira le débat. Mais elle invite aussi, je crois, encore une fois, à dissocier, à décomposer ce qui se joue au sein du secteur des fondations et de la philanthropie, qui met en avant un certain nombre de ces orientations de soutien pérenne, de soutien de long terme, de un peu lâcher prise sur les appels à projets, par exemple, pour assurer une forme de continuité et de soutien au projet associatif. Alors, évidemment, c'est des déclarations, c'est des intentions qu'il faut mettre à l'épreuve des faits, de l'analyse. Mais je pense en tout cas les critères que vous évoquez font partie d'un certain nombre de préoccupations et de discours, en tout cas, à minima, du secteur philanthropique. Florian, comment vous recevez cette question, les premiers éléments de réponse? Bah, en fait, les relations en France, les relations entre fondations et associations sont peu documentées. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a monté un programme de connaissances sur le sujet avec ce groupe de travail qui d'ailleurs était copiloté par Anne Monnier, par Mathilde Renaud-Tinacci, par Lucille Manoury. Et c'est pour ça que moi, je vais ajouter des questions à la question que vous posez, Nicolas. Euh, Première chose, en écho à ce que je disais tout à l'heure sur l'enjeu pour les associations de passer des modèles économiques aux modèles socio-économiques. Là, il y a une première question sur la place de la philanthropie dans les modèles socio-économiques associatifs. Et ça, c'est un enjeu de connaissance. Aujourd'hui, on connaît mal la fonction que les fondations s'assignent elles-mêmes dans les modèles socio-économiques associatifs. Et pourtant, on voit qu'il y a des enjeux importants. Par exemple, au-delà du seul appui financier, on parle beaucoup dans le monde philanthropique de l'appui extra-financier, la mise en réseau, la médiation. Quel avenir pour l'appui extra-financier de la philanthropie? Comment ça peut supporter et soutenir les modèles socio-économiques des associations? Ensuite, il y a un enjeu fort euh, pour la philanthropie à appuyer l'innovation et l'expérimentation du monde associatif. C'est un peu la fonction que s'assigne la philanthropie stratégique, financer l'expérimentation associative, faire levier sur les politiques de droit commun. Mais là, Nicolas, vous disiez, il y a de l'intention, comment dire, il y a des intentions qui sont affichées, mais on n'a pas analysé. Ça, c'est le discours que porte la philanthropie stratégique, mais ça n'est pas, on n'a pas fait la démonstration scientifique de la véracité de ça. Donc ça, c'est vraiment un sujet de travail qui est extrêmement important et intéressant. Il y a une question importante sur la temporalité des financements. Aujourd'hui, on ne sait pas dire vraiment s'il y a des différences de temporalité entre financement par les fondations et financement public. Est-ce que permettrait chacune de ces temporalités pour les associations? Ce que l'on sait, c'est que les associations, elles, ont besoin d'être soutenues dans la durée pour leur fonctionnement autant que pour leurs projets, et d'être soutenus dans la durée pour appuyer leurs fonctions sociopolitiques. Donc ça, comment la philanthropie, comment les fondations s'intègrent dans cette logique-là, et donc la place de la philanthropie dans les modèles socio-économiques associatifs, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de connaissances à produire, et c'est
enjeux de connaissance, c'est aussi et peut-être d'abord des enjeux d'interconnaissance. Ce qui est ressorti de nos travaux, c'est qu'il y a des résistances culturelles associatives à dépasser. euh, pour faire mieux comprendre l'enjeu stratégique pour les projets associatifs que peut représenter la philanthropie. Il y a aussi à mieux faire comprendre aux fondations que investir les modèles socio-économiques, que soutenir les modes de fonctionnement, les modes de gouvernance, c'est faire levier sur la capacité de transformation sociétale des associations et qu'il est important de ne pas se limiter aux projets et aux résultats des actions. Il y a un deuxième questionnement sur la contribution conjointe des associations et des fondations. Oui, Jessica, à- ce matin, elle me dit, mais moi, je vais lui envoyer un mail en lui disant, Alors, il y a Jessica qui a envoyé un mail ce matin. Pardon, il y a un micro qui est... Voilà, je pense que c'est bon. Euh, la deuxième question, c'est la contribution conjointe des associations et des fondations à la démocratie. Quel est l'appui que les fondations apportent aux capacités des associations à renforcer le pouvoir d'agir des citoyens à l'échelle des territoires, des secteurs? Comment les fondations soutiennent ou peuvent soutenir la fonction de corps intermédiaire des associations, notamment par le biais de leur plaidoyer? Comment, ce faisant, elles contribuent pas seulement au modèle de financement des associations, mais à renforcer la démocratie et l'espace civique? Et puis, il y a la question autour de l'évaluation. L'évaluation, ce qui a vraiment émergé de notre groupe de travail, c'est que l'évaluation est structurante de la relation entre générosité privée, en général fondation en particulier, et association, et à la fois comme une chance et comme une contrainte. Une chance parce que c'est un moyen de dialogue, de co-construction, d'acculturation réciproque, mais aussi une contrainte. Certains dans le groupe ont même dit une malédiction, parce que c'est un moyen de contrôle, voire un outil d'influence au sein d'une relation asymétrique. À ce jour, il n'y a pas d'espace dédié à l'analyse de la valeur sociale qui est créé à la croisée du monde de la philanthropie et du monde associatif. Alors même que cette valeur créée, c'est la raison d'être, en fait, c'est le contrat sur lequel les fondations et les associations se rejoignent. Donc là, il y a vraiment un angle mort de la connaissance et le besoin de projeter de nouveaux modèles évaluatifs qui permettront de révéler cette valeur et de décrypter les processus de transformation sociale qui sont à la croisée de la générosité privée des associations. Et pour terminer, une fois qu'on a dit tout ça, il y a un problème d'asymétrie à dépasser dans la relation entre philanthropie et association. Dans le groupe de travail qu'on a conduit sur ces relations entre philanthropie et association, ce qui est remonté, c'est que la relation était d'abord toujours une relation de financeur à bénéficiaire, et donc elle relevait d'une forme d'asymétrie, voire d'un rapport d'influence sur les modèles associatifs. Et c'est là où la question du modèle d'entrepreneuriat social promu par les fondations est arrivée dans le débat au sein de notre groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que tant les associations que les fondations qui étaient autour de la table et qu'on a interrogées semblent demandeuses de dépasser cette asymétrie et de pousser des modes de relation plus horizontaux pour aller vers une relation plus partenariale, une relation de confiance, la fameuse trust-based philanthropie. Et il semble que ça, ce soit une condition pour pouvoir à la fois révéler la valeur sociétale produite ensemble par la philanthropie et par les associations, mais peut-être aussi pour pouvoir peser dans ce triptyque entre philanthropie, association et pouvoir public. Merci infiniment et j'ajoute une toute petite pierre à cette réflexion, c'est que effectivement cette question de l'asymétrie de la relation entre les fondations philanthropiques et le secteur associatif fait l'objet de questionnements, de réflexions partagées, et donc, mais aussi, je crois, d'une réflexivité qui commence à être explicite et à être institutionnalisée au sein du secteur des fondations où il y a un certain nombre de manifestations publiques, par exemple, comme une récente au Philanthrollab, à l'initiative de la Fondation du Roi Baudouin, qui mettait en avant des personnalités qui, au sein de fondations, en fait, exercent des responsabilités du pouvoir et les amener à s'interroger sur ce qu'elles font. Et donc, effectivement, merci Thomas. Anne Bory était présente pour la discussion de cette journée, de la même manière que Arthur Gauthier pour la chaire philanthropie de l'ESSEC ou Nadège Vézina pour la sociologie des groupes professionnels, à l'invitation d'une fondation qui dit, nous qui distribuons de l'argent, exerçons un pouvoir, comment on le fait, comment on retraduit un certain nombre d'attentes et quel est le bon dosage. Donc je crois qu'il y a une forme d'explicitation de ces enjeux. Donc merci infiniment pour la richesse de vos interventions et pour une autre raison
qui est votre maîtrise absolument parfaite du temps qui permet, une fois n'est pas coutume, d'avoir un vrai moment de discussion, de questions avec la salle où voilà, il y a beaucoup de visages ou de noms connus parce qu'il y a des personnes qui ont créé des fondations, il y a des personnes qui travaillent de longue date sur le secteur associatif ou philanthropique, il y a des étudiantes et des étudiants, et donc tout ça voilà, va sans aucun doute créer un débat extrêmement riche. Et donc voilà, la première question est toujours la plus difficile. J'ai quelques relances prévues, mais néanmoins, je préférerais que vous preniez la parole. Et donc, merci beaucoup, Marianne, Marianne Langlais. Hop, voilà, pour la première question. Bonjour. Oui, je voulais apporter au débat. Bonjour, Marianne Langlais, je suis du collectif des associations citoyennes, cheville ouvrière de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations. Et pour apporter un peu d'éléments au débat, on va engager à partir de 2025 un projet qui s'intitule Association, recul de la démocratie et philanthropie. Nous, on part de l'idée que dans ce recul de la subvention, du soutien public aux associations, on a ce questionnement autour de quelle place pour les fondations philanthropiques et de quelle philanthropie on parle, parce qu'on parle de philanthropie au pluriel dans ce projet, puisque pour nous, il y a différentes philanthropies. Il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler la philanthropie progressiste, avec laquelle on est amené à réfléchir, à sortir de cette désymétrie de pouvoir et à essayer de réfléchir à un travail en commun, voilà, sortir de la logique de guichet. Il y a toute la philanthropie qu'on appelle venture philanthropie, et là, Nicolas Duvaux, on s'est croisés il y a longtemps sur ces sujets d'investissement à impact et tout ce que ça pose comme question par rapport aux libertés associatives et l'autonomie associative et de la marchandisation. Alors là, nous, on parle de financiarisation des associations puisque c'est l'étape d'après avec de grandes questions autour de la remontée des données et de l'évaluation des associations. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on voit arriver dernièrement de manière très forte, c'est les philanthropies d'extrême droite, avec des fondations extrêmement puissantes. Le projet Périclès de Pierre-Édouard Stérin qui met sur la table, je ne sais plus quel est le montant maintenant, 120 millions, je crois, pour faire arriver l'extrême droite au pouvoir. Donc, c'est dans toutes ces philanthropies différentes qu'on essaye de penser la place des associations. Voilà, je voulais amener ça au débat et puis je vous invite à ce qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là dans les prochains temps. Merci. Merci beaucoup à vous, Marianne Langlais, pour ce complément et effectivement pour signaler voilà, ces tendances qui sont effectivement, alors qui nous amènent sur la question des évolutions, y compris sur la question de la démocratie. Parce que quand on se demande si le secteur est à même de jouer un rôle de défense de l'espace civique, de la philanthropie, de la démocratie, pardon, ça dépend évidemment les orientations de principe et les modes d'action concrets. Donc ça, c'est un point tout à fait décisif. Et puis évidemment la question de la capacité d'agir en profondeur grâce à ce que vous appelez la venture philanthropy. Donc, c'est ces investissements qui sont réalisés par des fondations sur un certain nombre de projets associatifs. Bah, merci, je pense que c'était une contribution en quelque sorte, plus qu'une question, même si les invités sont évidemment peuvent répondre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, interpellations de nos participants, participantes? Ben, juste, moi, si je peux me permettre, Oui, bien moi, sûr. merci beaucoup et tout, c'était super intéressant tout ça. Par ailleurs, enfin voilà, c'est une question auquel je réfléchis beaucoup moi aussi. Mais en fait, j'aurais moi-même une question, c'est-à-dire, est-ce que dans la salle, il y a des représentants, représentantes de fondations et du coup, c'est quoi? Et du coup, c'est quoi leur réaction en fait? Moi, ce serait ça qui m'intéresserait, quoi, de savoir aujourd'hui, c'est quoi leur réaction face à... Et c'est quoi les réflexions qu'ils et elles ont? On sait qu'il y a des réflexions beaucoup en ce moment face aux menaces des libertés associatives et donc notamment des menaces par les financements. Et donc, voilà,
qu'est-ce qui se passe dans vos fondations si, voilà, s'il y a des personnes, des représentants du monde philanthropique. Voilà. Moi, j'en ai identifié quelques-uns, mais ils se présenteront s'ils le souhaitent. Moi, je voudrais juste rebondir et inviter, aussi à explorer cette question qui a été évoquée à plusieurs reprises, notamment par Florian, mais qui, je pense, touche aussi des enjeux qui sont très, très, très directement liés au mode de financement et au mode de qualification de ce qui est produit par les actrices et acteurs associatifs. Arnaud a évoqué la tarification à l'activité à l'hôpital. Il a été question du prix de journée. Tout ça, c'est des modèles de financement qu'on a vu se succéder dans l'action publique. Et la question que je voudrais poser, elle est double. C'est est-ce que, première chose, il y a une intelligence partagée et stabilisée sur les effets de ces différents modèles de financement? Parce que quand on suit, par exemple, la succession des financements dans l'hôpital public, il est très clair qu'à un moment donné, il y a eu un consensus critique sur le prix de journée qui s'est fait et qui a justifié le basculement vers la T2A. Pascal Dominique, vous avez évoqué tout à l'heure la centralité de la LOLF, la loi organique relative à la loi de finances, qui est évidemment un tournant absolument majeur, très bien documenté par les sciences sociales et politiques. Donc, est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a un consensus un peu partagé sur cette question au sein du secteur? Alors, évidemment, tout le monde peut répondre, même si chacune et chacun, évidemment, dans sa place, a plus ou moins de vision là-dessus. Et deuxième chose, là aussi, c'est une question très large, hein, donc vous en prendrez absolument ce que vous voulez. C'est la stabilisation de la réflexion sur la question évaluative. Parce qu'avec Sylvain Lefebvre, dans une contribution récente sur les relations entre philanthropie et démocratie, on a mis en avant l'importance de cette question de l'évaluation pluraliste et la plus symétrique possible, en se disant qu'il y avait là quelque chose qui obligeait à des déplacements et quelque part, c'est une réaction à ce que vous disiez, Florian, à la toute fin de votre intervention, à un peu essayer de dépasser, dans la mesure de la valeur sociale, un peu une dichotomie entre la contribution à la vie politique, institutionnelle, à la vie démocratique et à la production finalement d'une valeur sociale qui peut être monétisée, qui peut être économisée, entre guillemets, économicisée dans son mode de qualification. Et donc ça, c'est vraiment deux questions sur les modes de financement et le point de vue du secteur sur leurs défauts et avantages respectifs. Et puis la question voilà, comment est travaillée cette question de l'évaluation. Juste pour incarner ça, toutes les réflexions autour de l'empreinte, plutôt que de parler d'impact, on parle d'empreinte pour justement saisir une forme d'effet un peu plus diffus. Toute l'évaluation très contradictoire sur territoire zéro chômeur de longue durée, ben voilà, c'est autant de signaux qu'il y a là, à mon avis, des débats très très importants. Donc peut-être, je ne sais pas, Pascal Dominique, Arnaud, Florian, et puis ensuite on prendra d'autres questions. J'ai vu, Laure, que vous aviez levé la main, bien sûr. Oui, pardon. C'est bon. Oui, moi tout à l'heure, je voulais juste montrer qu'il y avait quelques. Je voulais citer un exemple concret également. Hum, C'était montré à l'instar de ce qu'avait énoncé Arnaud Trenta au Canada et en France également, dans les recycleries. Il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quelques collectivités locales en France qui essaye, alors c'est de l'autre côté qu'on prend les choses, c'est-à-dire c'est du côté des appels d'offres qui s'appellent des appels à initiative. Vous devez connaître certainement. Et ces appels à initiative ne sont pas dans une logique d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en concurrence. Par exemple, à Strasbourg, il y a eu une expérience comme ça avec Emmaüs. Bon. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a aussi une relation au pouvoir public, donc je sors de la philanthropie là, mais qu'il y a une relation à la puissance publique qui soit différente selon les collectivités locales. Bon, c'est une piste à évoquer. Je sors des fondations
Et sinon, bah, écoutez, sur la marchandisation, sur les prix de journée, non, je vous laisse parler. Arnaud ou Florian? Arnaud, allez. Oui, non, c'est difficile parce que là, c'est envisagé, je pense, de manière très unifiée le monde associatif. Donc, je n'ai pas une vue non plus de tout. Je dirais peut-être, parce que tu faisais référence par exemple à quelque chose qui pouvait être très consensuel à l'hôpital sur le prix de journée, qui a amené quand même à une forme d'acceptation, un basculement vers la tarification d'activité qui change totalement. Moi, alors, il faudrait voir, mais en tout cas, dans mes travaux, dans mes lectures, j'ai quand même pas l'impression que les acteurs associatifs, que une bonne partie des acteurs associatifs aient abandonné euh, l'idée d'une subvention au fonctionnement, par exemple. Mm. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un consensus sur, comme pouvait le dire Borrello pour le groupe SOS, ouais, c'est bien quand même la mise en concurrence, c'est bien qu'il y ait de la commande publique. Il y a évidemment tout le secteur de l'entrepreneuriat social qui porte plutôt ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a encore une grande partie qui cherche à défendre euh, le fonctionnement à la subvention. Donc, après, bon, il faudrait voir secteur par secteur. Euh, c'est euh, c'est c'est peut-être délicat de voir ça. Je vais peut-être juste revenir aussi par rapport au deuxième point que tu signalais, par rapport à l'évaluation, la dimension pluraliste en tout cas. Moi, ça me rappelait, peut-être juste pour dire un mot aussi de la contribution peut-être des fondations. Euh, ça me, ça me rappelle des travaux, pareil, qui sont un peu anciens, mais je pensais à ceux de Philippe Chagnal notamment, cette réflexion aussi entre la fin 20e siècle, début 21e, notre époque, avec le 19e siècle, en fait, dans quelle manière la philanthropie nouvelle, actuelle, contemporaine, peut vraiment se démarquer de la charité et du rapport très asymétrique qu'il y a entre les mieux pourvus, les puissants, qui finalement décident, et c'est là qu'on peut avoir on peut, hein, c'est pas obligatoire avec les fondations, mais avoir une forme d'entorse à un fonctionnement démocratique, c'est que les mieux pourvus décident finalement des problèmes, des catégories de population qu'il faut aider, des moyens avec lesquels on va les aider, donc des réponses aux problèmes. Et dans la différence qu'il faisait entre justement solidarité philanthropique, il y a cette logique très asymétrique finalement d'un don sans réciprocité et qui l'opposait à une solidarité démocratique dans laquelle est centrale la discussion, l'intégration des différentes parties prenantes et une sorte de délibération, en reprenant aussi toute la sociologie des problèmes publics, de l'espace public, euh, des formes de contestation, enfin, d'émergence par la société civile, qui définit quels sont les problèmes publics, l'agenda, des réponses, comme on sait dans le processus des problèmes publics, les porteurs de problèmes et quels sont les types de réponses que l'on peut apporter. Je pense en soi, que ce soit des collectivités publiques, des acteurs publics ou des acteurs privés, des puissants privés à travers les fondations, le mode d'interaction, d'articulation et de transparence, en fait, de publicisation est vraiment essentiel, hein, plus que les statuts, d'une certaine manière. Et juste un deuxième point, parce que ça m'a été amené plus par mon expérience latino-américaine, où en fait on n'a pas le même rapport à l'État. Et là, on raisonne encore, je pense, dans ce que l'on a, on s'y accroche, un État démocratique avec toutes les limites qu'il a, mais on voit bien quand même la menace d'État autoritaire qui peut nous arriver très vite. Et quand on est dans des contextes d'État autoritaire ou aussi le pouvoir du politique, des financeurs publics, finalement, on est dans des régimes de faveur, dans des régimes de droit, on voit d'un autre œil les fondations, quand même. Et quand on retrace, que ce soit en Europe du Sud, en Amérique du Sud, le moment des transitions démocratiques, par exemple, les fondations allemandes, américaines ou autres ont joué des rôles très importants d'accompagnement de la société civile. Alors, certes, une sorte de libéralisme politique plutôt qu'un libéralisme économique, mais ça aussi, ça joue beaucoup. La place que peuvent avoir les fondations, la philanthropie, joue aussi en fonction du rapport que l'on a à l'État et d'un État qui est lui-même plus ou moins démocratique ou autoritaire. Dans l'article, on n'a pas pu les faire rentrer, mais elles avaient contribué, des collègues qui analysaient le cas russe. Ben, voilà. Il y a un article qu'elles ont fait In Google We Trust. Elles racontaient comment des activistes russes ben, voilà, peuvent avoir
notamment dans du cyber militantisme, une aide plutôt de Google que de l'État, quoi. Donc, une référence à avoir en tête aussi, hein, dans quel cadre on est quand on réfléchit dans les rapports entre associations, philanthropie, associations, État. Hmm. Ça peut Ouais. bouger pour nous assez vite. Merci beaucoup. Et ça aussi, alors c'est une des inflexions récentes. Effectivement, il y a l'émergence d'une philanthropie d'extrême droite, mais aussi une préoccupation de plus en plus explicite d'une partie du secteur, peut-être en réponse à la préservation de l'espace civique et de la démocratie en tant qu'objet social. Florian, vous voulez dire un mot sur ces Oui, deux? oui, un mot rapide sur la première question. Moi, je pense que le travail d'intelligence collective le plus récent, c'est l'avis du CESE sur financement associatif, une urgence démocratique, avec plus de 6 000 répondants à l'enquête. Et Arnaud disait la difficulté d'avoir une vision très unifiée. Ce qui est intéressant dans ce rapport du CESE, c'est justement que on a là une vision travaillée par le secteur lui-même des financements publics, de leur évolution, des risques que représente cette évolution, et la façon dont on va s'intéresser non seulement aux associations, mais aussi aux faits associatifs, c'est-à-dire le sous-titre L'urgence démocratique dit ça, c'est-à-dire la contribution des associations à la démocratie. Donc comment les financements jouent sur la contribution associative à la démocratie. Et pour faire le lien avec la deuxième question sur l'évaluation, c'est le fait associatif, c'est-à-dire le fait de se mettre ensemble, donc les modalités de gouvernance, et donc la façon de faire société, de produire de l'initiative citoyenne collective, et par essence ce qui n'est pas financé et ce qui n'est pas évalué, alors que c'est sans doute un enjeu sociétal majeur traversant les associations aujourd'hui et auquel contribuent aussi les financeurs, y compris les fondations. Alors, il y a évidemment, et il y avait Charlotte Delebel qui était là aujourd'hui, mais il y a des fondations qui s'intéressent à la question démocratique. La philanthropie française a longtemps été rétive à intervenir sur cette question. Aujourd'hui, je pense, aujourd'hui, depuis 2, 3 ans, on parle de cette question et de plus en plus. Mais quand d'autres secteurs philanthropiques européens ont peut-être un petit peu plus d'avance sur l'analyse de ce qu'ils appellent shrinking space, la restriction des libertés civiques, des libertés associatives. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu fort qui relie la question de l'évaluation et la question des financements autour des enjeux démocratiques. Oui, merci beaucoup. Et pour juste donner un élément complémentaire par rapport à vos réflexions respectives, il y a évidemment les expériences latino-américaines d'États autoritaires, mais plus proches de nous. On a des dérives autoritaires en Europe orientale qui ont mobilisé évidemment le secteur philanthropique, un certain nombre de très grandes fondations pour voilà, intervenir et entrer dans une lutte notamment pour la préservation de l'espace civique, hein, un certain nombre de lois qui ont été votées dans certains pays sur les agents de l'étranger. C'est évidemment des réactions à ces interventions du secteur philanthropique. Et on pourrait parler de la question des médias, évidemment, où la propriété des médias est un enjeu pour les fondations dès lors qu'il y a des menaces sur le contexte démocratique en tant que tel et le pluralisme voilà, d'expression et de formation de l'opinion. Laure Sissouma, vous aviez une question? Vous avez levé la main? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je comprends dans vos analyses très complètes et vraiment très intéressantes qu'il n'y a pas vraiment de parti pris pour ou contre la marchandisation, puisqu'il y a des modèles, il y a des forces et des faiblesses dans tout ça. Ma question, c'était de savoir qui, au niveau des pouvoirs publics notamment, qui sont les garants un petit peu de l'esprit de la démocratie républicaine, etc., qui s'approprie tous ces travaux de recherche et d'analyse que vous produisez et qui en garantit la pérennité, qui fait que ça va durer dans le temps plus qu'un mandat, par exemple, ou, etc. Oui, c'est une excellente question. Bon. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous souhaite répondre à cette question complexe par les temps qui courent quand même, étant donné les formes de, je ne sais pas si on peut dire, de discontinuité gouvernementale auxquelles nous sommes confrontés depuis quelque temps? Florian?
Moi, la seule chose que je peux dire, c'est de la position qui est la mienne. Moi, je suis délégué général d'un institut français du monde associatif qu'on a créé il y a 5 ans. Et voilà. Et donc, c'est une bataille que de faire vivre une mission comme celle-là pour mobiliser des partenaires. Et on a des partenaires, mais les mobiliser dans la durée pour comprendre quels sont les besoins de connaissances, mobiliser la recherche comme un outil de développement et de préservation. Pardon de dire outil pour la recherche pour les collègues chercheurs, mais nous ne sommes pas un institut de recherche, on est un institut, nous, à la croisée du monde associatif et du monde de la recherche, et puis pour diffuser cette connaissance au plus grand nombre. Donc voilà, juste dire qu'effectivement, c'est une bataille, que cet enjeu de mobiliser, de pérenniser la connaissance et de la diffusion, à un moment où les crises et la multiplication des crises peuvent rabattre les financements plutôt sur des enjeux de court terme, des enjeux d'action, des enjeux ancrés sur les besoins des populations bénéficiaires qui sont extrêmement nombreux, et où on peut avoir tendance, y compris dans les financements, à déprioriser les enjeux de recherche et de connaissance. Ok. Merci beaucoup pour cette question et pour cette réponse. Ouais, je rajouterai quand même deux choses. C'est qu'une partie du secteur philanthropique exprime le fait de subir une forme de méconnaissance, voire d'ignorance de la part des pouvoirs publics qui ont du mal à se repérer dans les statuts de fondation, dans les règles du jeu, même si évidemment les pouvoirs publics sont représentés auprès des grandes fondations, notamment celles qui sont reconnues d'utilité publique, bien sûr. Mais disons qu'il y a quand même un sujet d'identification, de reconnaissance politique, parce que ce n'est pas une question fiscale pour le coup, et de système de reconnaissance fiscale par des déductions ou des exemptions, c'est vraiment une question politique de portage et de compréhension du secteur qui se pose, y compris au monde philanthropique dans un sens restreint des fondations. Il est 18h27, donc il me reste à vous remercier très chaleureusement pour ce débat extrêmement riche et qui, je crois, voilà, pose exactement les questions que le programme PSSP avait vocation à se poser, et exactement dans l'état d'esprit de partage d'expérience, de partage d'analyse. On ressort avec des idées pour mener des travaux en sciences sociales, on ressort avec des idées pour la mobilisation associative, pour l'exercice de la réflexivité du secteur de la philanthropie. Et donc, voilà, merci infiniment à toutes et tous. Et juste avant de vous quitter, nos prochains rendez-vous, très important, on va continuer sur cette question des libertés associatives avec une présentation de Julien Talpin, Thomas Chevalier, qui est ici présent, et Catherine Zawodska sur philanthropie et mouvements sociaux, quelle forme d'alliance. Ce sera le 11 mars 2025 à la même heure, 17h. Et puis, on aura une deuxième séance consacrée à la question de la philanthropie et de l'exil, cette fois avec des retours d'enquête de la part d'Évangeline Masson-Diez et Aisling Haley. Et ça sera en juin 2025 dans une date à définir. Mais comme vous êtes inscrit sur les listes de diffusion, toutes les infos vous seront transmises. Donc, merci infiniment à toutes et tous et à suivre tous les textes qui ont été mis en ligne dans le chat. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Merci À beaucoup, bientôt. Florian, Pascal, Dominique, Arnaud, à Merci. toutes et tous. Merci. Au Très revoir. bonne soirée.